Bonjour Fabien, Bonjour merci Adèle. beaucoup d'accepter de participer à notre interview pour notre podcast Ordinaire, notre nouvel épisode. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que tu es décoré de la Légion d'honneur. Tu es pharmacien, donc on est dans ta pharmacie pour parler de ton métier, de ton parcours, mais parler aussi de pourquoi tu as été décoré de la Légion d'honneur. Donc c'est en 2021 et ça tu vas revenir sur ton parcours, que tu as été décoré pour ton engagement, notamment pendant la pandémie du Covid-19. Peut-être avant de parler justement de ton parcours et de ton métier, est-ce que tu pourrais nous dire, quand je reparle de ces mois qui se sont écoulés, qu'est-ce que tu ressens? Alors, la période Covid est essentiellement la période qui nous a valu cette décoration. C'était une période qui a été très, entre parenthèses, très incroyable dans notre vie, à tous ceux qui ont travaillé ici avec moi à la pharmacie, parce qu'en fait, on travaillait dehors, il faisait très très beau. Entre mars et mai, il y a eu 2 heures de pluie. Je sais exactement pourquoi il y a eu 2 heures de pluie, mais en tout cas, il a fait très très beau. Et Paris était complètement vide, abandonné de ses habitants. Et finalement, on avait Paris à nous. Et on avait beaucoup de contacts avec les forces de l'ordre. On entendait les chevaux de la garde républicaine qui venaient nous voir plus ou moins tous les jours. On entendait les oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux au fait dans Paris. Et en fait, on a ce souvenir d'un moment complètement hors du temps qu'on a un peu revécu pendant les JO. Parce que ici, pendant les JO, on a été aussi pareil, un peu isolé du reste du monde. Et c'est un souvenir qui est à la fois brutal parce que bon, c'était un moment sanitaire très compliqué finalement à vivre, et un souvenir aussi euh, hors du temps. C'est compliqué de mettre des mots. Il y a à la fois tout cet aspect sidérant de la crise Covid avec les morts qu'il y a eu, tout ce qu'on a connu de difficultés, et ce moment unique de Paris qui nous appartenait. Et justement, tu parles de l'extérieur, parce qu'en fait, il y a une pénurie de gel hydroalcoolique, c'est ça. Et donc, en fait, alors, ce que j'ai compris, et tu vas nous l'expliquer, mais c'est que tu as eu l'idée d'installer un laboratoire géant, on va dire, dans les rues de Paris, donc juste à proximité de ta pharmacie dans le 6e arrondissement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, voilà, comment tu as eu l'idée de lancer cette installation de ce laboratoire géant? En fait, cette idée, on n'a pas été les seuls à l'avoir. On a été plusieurs. En fait, mon métier, c'est je fais des préparations magistrales. Donc, on fabrique des médicaments. On a une quarantaine en France à faire ça de façon importante. Et lorsque la crise a commencé, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Les mesures de protection n'existaient pas. Il n'y avait pas les pales de plexi comme on a vu à ce moment-là. Donc, tout le monde était totalement démuni par rapport à l'ampleur de la crise. Et notre groupe de pharmaciens, on s'est dit qu'on pouvait refaire une solution hydroalcoolique de l'OMS, donc c'est-à-dire une solution relativement simple avec de l'eau, de l'alcool, de la glycérine et puis de l'oxygéné. Que vous avez eu le droit de reproduire? Oui, alors au début, le tout premier jour, ça s'est passé un vendredi. C'était les derniers jours du mois de février. On s'est dit que c'était une très bonne idée de faire ça. On s'est échangé beaucoup entre nous ce week-end-là. Le dimanche, il y avait un salon de pharmaciens où une radio de pharmaciens nous avait interviewés, et on avait parlé justement euh, que légalement on n'avait pas le droit de faire cette préparation alors que c'était hyper important de la faire. Et on s'est dit le lundi qu'on allait quand même réaliser cette préparation parce qu'il y avait un vrai besoin, un vrai besoin. Et le mardi, un monsieur de la DGS nous a téléphoné en nous disant mais expliquez-nous en fait ce que vous êtes en train de faire. Et donc on lui a dit qu'il y avait une solution faite par l'OMS qui était au départ à destination des pays qui avaient des besoins en hygiène, et que finalement ben, on avait tous les ingrédients qu'il fallait et que c'était sans doute une solution pour pouvoir faire de la solution hydroalcoolique pour tout le monde. Ils ont trouvé ça très intelligent, et comme quoi ça peut aller très vite quand on veut. Le mardi, il y a eu cet appel, et le vendredi, samedi, donc tout début du mois de mars, les décrets de 3 ministères tombaient pour qu'on puisse, tous les pharmaciens de France, réaliser de la solution hydroalcoolique. Et on considère qu'à peu près 75% des pharmaciens français ont réalisé de la solution hydroalcoolique. Et c'est comme ça qu'en fait on a pu euh, pallier cette pénurie, parce que finalement de l'alcool, il y en a partout. Oui. En France, on est un pays euh, bon, avec de l'alcool pharmaceutique, mais ça très vite ça a été épuisé, avec beaucoup de distilleries. Et en fait, vous aviez plein de pharmaciens. Je pense par exemple à un de mes confrères qui était à Vedène, qui lui allait chercher de l'alcool dans les distilleries à côté. Et tous les pharmaciens en fait finalement ont trouvé des producteurs d'alcool
qui leur ont donné de l'alcool. L'eau, c'était relativement simple. Mm. L'oxygéné, c'est pareil, c'était relativement simple à trouver. La glycérine, c'était aussi simple à trouver. Et donc finalement, tout ça s'est mis en place très très vite. Et la seule difficulté qu'on a eue, c'était pas tant un manque de matières premières, c'était plutôt un manque sur les conditionnements. Et donc on avait un petit peu réinventé l'économie circulaire, c'est-à-dire que les gens qui avaient besoin de leur solution alcoolique venaient avec leur petit flacon. Oui. Une fois qu'il était vide, on remplissait le flacon et repartait avec. Et donc tout ça, c'était assez vertueux. Et pour bien comprendre, pour les personnes qui nous écoutent, vous avez commencé donc dans la pharmacie, au laboratoire, etc. Mais après, vous êtes complètement enfin vous êtes allé dans la rue finalement. Enfin, tu peux expliquer un peu l'organisation, comment ça s'est passé? En fait, c'est ça qui fait aussi vraiment notre différence à nous par rapport aux autres, c'est que tous les pharmaciens ont fait ça dans leur préparatoire. Toutes les pharmacies en France ont un préparatoire qui est plus ou moins grand. Et nous, par notre métier, on a un préparatoire qui est très très grand. C'est plusieurs centaines de mètres carrés derrière la pharmacie. Et donc, on a l'habitude de produire, on sait produire et on a les locaux. Mais en fait, très vite, on a été complètement débordé par la demande. Juste pour te donner un petit ordre d'idée, le premier jour qu'on a envoyé le mail à nos confrères pharmaciens, c'est-à-dire à peu près 5000 pharmaciens, à l'époque, on faisait à peu près 1500 préparations par jour de préparation de médicaments classiques. On a envoyé le mail à 15h, pardon. Et le soir, je me souviens, je me suis couché à 2h du matin pour saisir toutes les préparations et on avait 1500 préparations uniquement de solutions hydroalcooliques la première journée. On a eu énormément de demandes de solutions hydroalcooliques. Et à la fin, très vite, ça s'est enclenché. Il y a eu aussi les pharmaciens qui ont commencé à produire. Mais nous, comme beaucoup de pharmaciens n'avaient pas forcément non plus sur les officinaux, certains n'avaient pas encore l'alcool, n'avaient pas leurs produits, ils nous ont commandé et on a commencé à faire ça au préparatoire comme si c'était une préparation. Après, on a pris un local où normalement on réceptionne les matières premières. On a un peu poussé les murs et puis on a fait ça dans le local, mais très vite on a été complètement débordé. Et puis un jour, on a commencé à mettre des déchets vides dans la rue, le temps de les évacuer. Et puis petit à petit, en fait, les choses ont grandi. Et en fait, le déclenchement aussi de la prise de possession de la rue, c'est que on a énormément donné de solutions hydroalcooliques aux forces de l'ordre et aux pompiers, à la préfecture de police en général. Et un jour, et alors c'est marrant, alors je ne sais pas si on a le temps de raconter cette petite histoire, ça s'est passé... Et tu peux la raconter. Ouais. Alors en fait, un jour, je me souviens, c'est Julien qui vient me voir en me disant « donc il y avait un camion qui était en train de livrer de l'alcool. Julien vient me voir, il me disait « Ah, il y a un policier qui est en train de verbaliser le camion. » Je dis « Ah putain, il a que ça à faire, on est en pleine période Covid, on est en train de produire la solution. Donc je vais le voir et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et puis le gars, le ton monte, parce qu'en fait, il venait de faire une intervention qui était un peu compliquée pour lui. Le ton monte, et jusqu'au moment où le policier s'arrête et presque il se met pas à pleurer, mais il dit « T'imagines pas ce qu'on vit ?» Il se met à me tutoyer alors qu'on se connaissait pas du tout. Il me dit « Mais t'imagines pas ce qu'on vit ?» Et donc on se raconte un peu notre vie. Et puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui dis « En fait, on fait de la solution alcoolique parce que voilà, je lui explique ce que je viens de t'expliquer. » Et il me dit « Ah, mais chez nous, c'est la misère, on n'a rien. » Et je lui dis « Écoute, tu sais quoi, prends un flacon, tu le mets dans ta voiture pour ton équipage, et puis voilà, comme ça t'en as quoi. » Et je dis « Et puis si tu as des collègues qui ont des besoins, eh ben, tu leur dis de venir, pas de souci. » Et en fait, je ne sais pas s'ils ont passé un message, comment ça s'est passé. Très très vite, on a eu énormément de véhicules de police qui sont venus. Mais à la fin, c'est né de toute la France. C'est-à-dire qu'on avait, une fois une compagnie de CRS de Lyon. Le gars nous appelle en disant « Est-ce que vous en avez? C'est vrai que vous en donnez ?» Je dis « Oui, venez, vous prenez ce que vous avez besoin. » Il dit « Mais vous êtes sûr? Parce que nous, on vient de Lyon. » Je dis « Mais vous êtes en poste à Paris, là ?» Il dit « Non, je vous envoie un véhicule de Lyon, exprès pour récupérer. » On a fait, on a fait la Marine nationale aussi. C'est parti sur tous les bateaux, la Marine nationale. Alors tous les bateaux, je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait la Marine nationale. On a fait la police, on a fait énormément Et tu saurais me dire combien de litres de Ah oui, je saurais te le dire. Ouais, tu as le chiffre? Oui. Tu veux que je te le dise? Ouais. On a fait 550 000 litres de solution alcoolique, donc c'est-à-dire un demi-million de litres. Et à la police, on a dû donner à peu près 150 000 litres. Non, en gros, un quart de la production a été donné aux forces de l'ordre. Et c'était quoi le rythme de travail pour tes équipes, pour toi? Alors, au début,
disons qu'à partir du moment où on a été dans la rue, le rythme, ça a été, on commençait à 8h à peu près le matin, et globalement, on s'arrêtait à... Alors, on faisait une pause à 19h, où on mangeait tous ensemble. Et puis, parfois, on pouvait reprendre un petit peu après, mais globalement, on n'allait pas beaucoup plus loin que 22h. Et par contre, c'était 7 jours sur 7. C'est-à-dire que même le dimanche, on était avec du monde ici qui alors produisait ou pas, mais qui en tout cas donnait. Parce qu'il faut s'imaginer qu'aussi les pharmaciens venaient ici chercher la solution alcoolique. Donc on avait des centaines de mètres de files de pharmaciens avec leurs binômes qui venaient récupérer de la solution alcoolique. Directement dans la rue. Directement dans la rue, ouais. Okay. Et donc dans la rue, comment est-ce que ça s'est fait qu'on ait travaillé dans la rue? Parce que c'était la question du début. Donc, comme on donnait à la préfecture de police, et ça je me souviens très bien, c'était un vendredi soir, 18h, coup de téléphone, la préfecture de police c'était toujours numéro masqué. Donc on savait, quand il y avait numéro masqué, on savait que c'était généralement une autorité quelconque. Et donc 18h vendredi soir, le téléphone sonne, je décroche, le monsieur se présente, je ne sais plus qui c'est, et il me dit, écoutez, on sait que vous donnez de la solution alcoolique aux forces de l'ordre, donc voilà, on vous remercie, on ne peut pas vous payer, enfin vous savez, enfin voilà, on veut juste vous dire merci, et puis dites-nous s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, éventuellement pour vous aider à produire plus, on le fera. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai dit, mais oui, vous pourriez faire quelque chose. En fait, vous pourriez enlever toutes les voitures de la rue et barrer la rue pour qu'on puisse travailler tranquillement dans la rue. Mais j'ai dit ça comme ça. Ouais. Et le gars, il y a eu un petit silence, il me dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Et le lendemain matin, c'était un samedi, 9h, il y a les gens de la ville de Paris, ils avaient sorti un décret ou un arrêté, je ne sais pas. Et donc sur l'arrêté, il y avait marqué que en gros la rue nous appartenait, quoi. Il y a eu des camions de la police qui sont venus pour déplacer les voitures. Alors au départ, ils ont essayé de joindre les gens. Ouais. Il restait une ou deux voitures qu'ils ont déplacées juste à côté, dans les rues à côté. Et on s'est retrouvé avec la rue pour nous, quoi. Et c'est combien de mètres pour juste que les personnes qui... Bon, la rue, elle fait avec entre 40 et 50 mètres. Ouais. C'est un sens unique, donc il y a une seule. Et donc là, on a des énormes cuves de solutions alcooliques. Alors au début, on a des fûts de 200 litres bleus. Et puis après, la production augmente tellement. Et puis en plus, tout le monde nous aide, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que, oui, c'est ça. Il y a un jour, comme Paris est vide et qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans la ville, on a un journaliste qui passe, qui voit, qui s'arrête et qui fait un reportage. Et là, c'est pareil. Il doit y avoir des groupes WhatsApp ou je sais pas quoi de journalistes où ça passe après à une chaîne. Et là, on a, en une journée, on a 40-50 télés qui arrivent en même temps. Donc, ils faisaient la queue pour filmer. Et donc, on a fait, je crois qu'on a fait 3 20 heures de TF1. On a fait... Est-ce que vous étiez les seuls à faire ça? Ah bah dans la rue, oui. Ou dans la rue, enfin à cette échelle-là? Oui. Oui, après, il y a eu plein de reportages sur plein de pharmaciens, sur les facs, sur les hôpitaux, sur tout le monde en a fait. Hein, donc, il y a eu des reportages. Mais national comme ça, il y a eu quasiment que nous. Et puis surtout, on a fait plein de télé étrangères. Oui. On a fait Russia One, on a fait le New York Times en papier journal, on a fait... Et t'as pas eu de problème avec les habitants? Alors non, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. D'accord. Il y avait 2 ou 3 personnes ici. Déjà, Paris 6e, il y a quand même de moins en moins d'habitants. Parce qu'il y a des risques de... Tout le monde était parti, alors je pense qu'ils étaient partis, mais ils n'étaient pas là. D'accord, ouais. Et parce qu'on était en pleine période de confinement en plus. Et quand on a déconfiné, à ce moment-là, on a arrêté de travailler dans la rue parce que la mairie de Paris, qui nous a beaucoup aidés aussi, en fait, les politiques qui nous ont aidés, ça a été Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui les deux sont venus nous voir sur site, et ils ont essayé de faire au mieux pour nous aider. Et donc là, on a eu de la mairie de Paris un local dans le 18e de stockage qui a été mis à disposition de la pharmacie, et on a un industriel à la Garenne-Colombe qui produit de l'alcool. Donc c'était une usine Céveso aux portes de Paris, et en fait ils nous ont pris chez eux, et donc en fait ils produisent de l'alcool, on était juste à côté, quoi. Enfin, c'était après ça a duré, c'était la fin, hein. Ça devait être entre juillet, mars, avril, mai, ça s'est passé ici. Juin, juillet, ça s'est passé au nord de Paris. Parce qu'en plus de ça, tu gérais aussi tout le reste. Parce que la pharmacie continuait à tourner avec la vente de masques, sûrement les tests Covid. Alors, les masques, ça n'existait pas. En fait, les masques ont remplacé la solution alcoolique. On a commencé, nous, les masques,
À la fin, ça devait être en septembre-octobre, je pense, de façon vraiment importante. Hein. Les masques, on a dû en faire à peu près 20 millions, je crois. Enfin, en vendre, ça pour qu'on ne l'a Ouais, pas fabriqué. ok. Les tests, on a dû en faire 3 millions, je crois. Là, c'est pareil, on les a revendus aux autres pharmaciens. Mais ça a été décalé. Il y a eu la période solution non-alcoolique, Ok. la période masque et la période test. Et tu sais combien t'en faisais par jour de tests Covid? Ah, alors là, c'est pareil. On avait prévu un petit Parce qu'il local à devait y côté. avoir une quantité de personnes qui se présentaient, non, Alors, il y avait du monde, il y avait la queue, ça dépendait en fait, c'était D'accord, par ouais. période. Après, nous, on reste une petite pharmacie de quartier, donc on n'est pas les gros. On n'avait pas mis un barnum, je ne sais pas si tu te Ok, souviens, il y ouais. avait plein de pharmaciens qui avaient mis leur barnum sur le trottoir et tout. Et donc certains en ont fait beaucoup, et puis certains s'étaient un peu spécialisés là-dedans. Nous, on était plus sur la vente pour nos confrères pharmaciens, parce qu'encore une fois, dans notre métier, on travaille avec les autres pharmaciens. Donc on était plus sur la vente pour les autres pharmaciens des tests. Alors on en a fait aussi ici, comme tous les pharmaciens français, mais notre vrai business, c'était d'arriver à fournir tous les pharmaciens qui nous ont un peu pris pour la solution miracle Covid. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, finalement, nous, on a été capable de trouver la solution hydroalcoolique qu'on a fabriquée nous-mêmes, les tests et les masques, on a réussi à les acheter et à les redispatcher partout. Ok. Et donc c'est ça qui t'a valu la décoration, puisque la promotion, enfin c'est ce que je disais en introduction, tu as été décoré pour ton engagement pendant cette crise Covid. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand tu t'es vu sur le journal officiel ou qu'on t'a dit que tu étais décoré de la Légion d'honneur? Ouais, alors c'était un 1er janvier. J'étais en vacances en Ardèche, j'étais dans la cuisine avec ma mère et un journaliste, c'était de RMC ou de RTL, m'a téléphoné en me disant Ah, monsieur Bruno, on était venu vous voir pendant la pandémie et on sait que. Et donc, on voulait vous féliciter pour la Légion d'honneur. Donc, en fait, c'est comme ça que je l'ai Ok. appris. Je l'ai dit à ma mère, évidemment, tout de suite quand j'ai raccroché. Elle a été surprise ou pas, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, j'ai été surpris. En fait, je savais que j'allais avoir une décoration. Parce que. Alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, hein, Ouais. parce que je sais que là derrière, il y a Christelle, et je crois que c'est elle aussi qui est en partie pour quelque chose. C'est qu'il y a eu des dossiers qui ont été montés. Si j'ai bien compris de ce que j'ai entendu à droite ou à gauche, il y a eu plusieurs dossiers, parce Ouais. qu'en fait, il y a des gens en fait, qui proposent des noms, il faut qu'il y ait des signatures. Donc, vous dire exactement comment ça s'est passé, Ouais. je sais pas. Mais un jour, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui m'a demandé de vérifier mon nom, mon adresse. Et il m'a dit que c'était parce que j'allais recevoir l'Ordre national du mérite. Il m'a dit, voilà, vous allez être proposé pour l'Ordre national du mérite. Donc je m'attendais à recevoir la bleue, l'ONM, Mhm. mais pas la rouge, en fait. Et c'est ça qui a été la surprise, en fait, pas d'avoir une. Parce qu'en fait, le monsieur de la préfecture, un des messieurs de la préfecture m'avait téléphoné pour voir si on pouvait augmenter les cadences. Il m'avait dit, bon, il faut que vous en fassiez le plus possible, tant qu'on ne vous dit pas d'arrêter, vous arrêtez pas. Et il me dit, à la fin, vous, de toute façon, soit vous irez en prison parce que vous aurez mis le feu à Paris, soit vous aurez une médaille. En gros, c'était l'un ou l'autre. Donc ça s'est plutôt bien fini, on va dire. Donc voilà, donc je savais, j'imaginais que j'allais avoir l'ONM. Ok. Donc le 1er janvier, ça a été une surprise de recevoir la Légion d'honneur. Et c'était d'autant plus sympa qu'en plus, j'ai un de mes amis, un très bon ami qui est réanimateur à Paris, qui l'a eu dans la même Ah bah oui. promo que moi. Ok. Donc voilà. Donc alors après, c'est sûr que c'est un peu les chefs de service ou la décoration, elle fait pas que c'est pas que moi, c'est aussi toute l'équipe forcément. Bien Et sûr, lui, c'est ouais. pareil, c'est aussi tout son service, hein, parce qu'il n'était pas Tout. tout seul à Ouais. l'hôpital. Mais ouais, c'est sûr que c'est super. Hein. Et puis, tu es décoré pour ça, certes, parce que c'est la promotion pendant la pandémie de la Covid, mais tu as un parcours aussi très singulier, puisque tu es aussi pharmacien en chef réserviste à la BSPP Oui, depuis c'est pour ça que tu es quoi 1999. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un engagement au-delà de ton métier, voilà, Oui. tu fais d'autres choses. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, de ton rôle, ta mission. Qu'est-ce que c'est justement réserviste à la BSPP? Alors, réserviste à la BSPP, donc la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Oui. une unité militaire. Il y a 2 unités militaires en France, pompiers, c'est les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille. Et puis les unités de sécurité civile, mais sinon, c'est les 2 seules unités militaires en France. Donc moi, je suis 1973, donc j'ai eu le plaisir, et c'est pas ironique en disant ça, de faire mon service militaire, parce que c'était un bon moment, et on faisait nos classes à Libourne à l'époque.
Donc tous les pharmaciens, les médecins, les vétérinaires, les dentistes partaient faire leur classe à Libourne. C'est-à-dire pendant un mois, tu apprends à tirer, tu apprends les grades et tout ça. Et à la fin de ce mois, tu choisis ton affectation en fonction de ton classement. Alors c'est la première fois et la seule fois de ma vie que j'ai été premier quelque part, ça a été à Libourne. Et au début, moi je voulais un régiment parachutiste parce que j'avais fait ma préparation militaire parachutiste. Sauf que tu n'as pas de pharmacien en régiment para, et puis surtout que c'était la fin du service national. Donc c'était en 1999, plus personne faisait son service. Mais il y avait la BSPP, je me suis dit, quand même, la BSPP, déjà, moi je suis parisien, c'est plutôt une unité sympa, une unité d'élite. Et donc j'ai fait mon service à la BSPP, boulevard de Port-Royal, en face du Val-de-Grâce à l'époque. Et puis à la fin du service, comme c'est quelque chose qui me plaisait, eh ben, j'ai postulé pour la réserve, et donc ça fait 25 ans, 26 bientôt, là, en février, que je suis pharmacien réserviste. Alors maintenant, les missions ont évolué en fonction des chefs. Okay. Un pharmacien chef à la brigade, c'est à peu près entre 4 et 50 commandements. Aujourd'hui, on a 3 pharmaciens d'actifs, donc des vrais militaires. Moi, je suis militaire que lorsque je suis en période de réserve. Okay. Moi, je suis civil, mais eux, c'est leur vrai métier d'être militaire, pharmacien à la BSPP. Donc en fonction du pharmacien-chef, il te donne une mission ou une autre mission. Donc là, ça fait maintenant une quinzaine d'années, je pense, peut-être même un peu plus, que je m'occupe essentiellement des médicaments stupéfiants. En fait, la brigade des pompiers de Paris, on a une spécificité par rapport aux autres pompiers, c'est qu'on a aussi nos médecins sur ambulance de réanimation. L'ambulance de réanimation, c'est l'équivalent des SMUR que tu vois blanc où il y a marqué médecin. Bah, nous, on a quelques camions de pompiers où il y a marqué médecin, c'est ce qu'on appelle nous des AR, des ambulances de réanimation. Donc tous les camions de pompiers que tu vois en général, c'est que des sauveteurs secouristes. Mais quand tu as une intervention grave, un arrêt cardiaque, un accident sur la voie publique grave, enfin n'importe quoi qui nécessite un médecin, que tu fais le 15 ou que tu fasses le 18, si un médecin doit venir à Paris, soit ce sera ce qu'on appelle un blanc, un SAMU, qui vient de l'hôpital, soit un rouge, une AR qui vient d'une caserne de pompiers qui après amènera la personne à l'hôpital. Et quand c'est des interventions compliquées, un arrêt cardiaque, une victime polytraumatisée qui souffre, il va falloir donner des médicaments qui sont en général classés comme médicaments stupéfiants, donc des médicaments que tu ne peux pas te donner comme ça, où tu as une grosse surveillance. Même chez nous, on ne distribue pas des médicaments stupéfiants. On a par exemple de la morphine que tout le monde connaît, mais on a du sulfentanyl, dont on entend quand même beaucoup parler aujourd'hui aux États-Unis, enfin toutes ces drogues compliquées. On a du gamma-OH, donc des drogues qui sont très très sensibles. Donc toutes ces drogues, on les vérifie et on échange ampoule par ampoule. C'est-à-dire que moi je vais donner une ampoule de morphine en ayant la prescription qui dit que pour tel patient qui a eu une douleur intense, eh ben, on lui a donné de la morphine. Et donc, je contrôle. Okay. Voilà. Donc, il y a toute cette partie contrôle des stupéfiants et délivrance des stupéfiants pour que les AR puissent fonctionner. Et aussi tout ce qui est support des troupes avec les médicaments qu'on doit garder au froid. Okay. Puisque tous les pompiers, la BSPP, c'est 8500 hommes. Donc, il faut les vacciner, il faut les suivre médicalement. Et donc, il y a énormément de vaccinations. Donc, en fait, c'est pareil, on a tout le service du froid où tu dois respecter la chaîne du froid et puis honorer les commandes des différentes antennes médicales qu'il y a sur la brigade. Peut-être pour parler un petit peu de ta pharmacie, oui. Puisque c'est une pharmacie spécialisée dans la préparation magistrale. Pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que la préparation magistrale ? Alors, préparation magistrale, c'est un médicament sur mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas dans ta pharmacie acheter un médicament, dans 80, et surtout toi qui es une femme avec une corpulence normale, une femme normale, c'est pas qu'il y a des gens qui sont anormaux, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'un médicament, par exemple, pour la douleur ou tu as un problème cardiaque, l'industrie pharmaceutique a fait des médicaments qui sont prévus pour toi. Si tu vas demander de l'athénolol, par exemple, qui est un bêta-bloquant si tu as un problème cardiaque, ben, il existe des comprimés de dosage ou plusieurs dosages, ça dépend des médicaments, mais qui vont être adaptés à ta corpulence. Mais par exemple, demain, tu as un enfant qui a un problème cardiaque, ça, c'est très peu de cas en France. Tu as quelques enfants, quelques dizaines d'enfants, mais en tout cas pas beaucoup d'enfants. Donc l'industrie pharmaceutique ne va pas faire le médicament athénolol pour un enfant. Et donc le médecin, ben, il n'a pas 50 solutions. Soit il dit à la maman ou au papa, bah, tu prends ton comprimé, tu le coupes, et en gros tu te débrouilles. Mais sauf que sur certains comprimés, quand même, tu as des marges thérapeutiques qui sont étroites et il faut faire attention à la dose que tu donnes. Soit on fait une préparation magistrale, c'est-à-dire qu'on va faire le dosage exact que l'enfant a besoin. Donc par exemple, il faut faire du 12 mg,
on pourrait dire tu prends un comprimé de 50, tu le coupes en 4, avec plus ou moins la réussite que ça peut avoir, sans être au dosage exact. Soit nous, on va faire des gélules ou des liquides pour donner une dose exactement de 12 mg. Donc on fait à peu près, on va dire, 15% de la pédiatrie, donc ce qu'on appelle de l'adaptation de posologie. On fait 15% aussi en vétérinaire, parce que finalement, que ce soit un petit bébé ou un petit chat, c'est des adaptations de posologie, parce que tous les chats n'ont pas des problèmes cardiaques, mais il y en a certains qui en ont, donc il faut des médicaments adaptés aux animaux. On fait beaucoup de dermato, parce que si on allait ouvrir les tiroirs, tu as beaucoup de formes orales, comprimés, gélules, mais tu n'as pas beaucoup de formes topiques pour la peau, tout ça. Donc on fait beaucoup de ça. Et puis après, ça va être des médicaments qui peuvent être aussi plus traditionnels, comme de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des choses comme ça. Et puis en ce moment, on a aussi toute la gestion des ruptures, où on fabrique beaucoup pour pallier des ruptures de l'industrie pharma. Alors la grosse campagne qu'on a fait... un exemple? Oui, l'exemple le plus connu, c'était l'amoxicilline. On a fait beaucoup d'amoxicilline. On a dû faire à peu près, avec les 40 autres sous-traitants, à peu près 10 millions de gélules d'amoxicilline. Alors c'est sûr que comparé à l'industrie pharmaceutique, c'est pas beaucoup. Mais nous, on s'est vraiment concentré sur la pédiatrie pour pouvoir faire en sorte que les enfants qui n'aient pas d'antibiotiques aient quand même un antibiotique, parce que c'est des médicaments qui sont très importants. En ce moment, on fait beaucoup de quetiapine aussi. Donc c'est un peu l'année de la santé mentale en France. Alors on n'avait pas compris que c'était l'année de la santé mentale où il allait tout manquer. Il manque la quetiapine, la sertraline, le lithium, enfin quasiment tous les médicaments dont les psychiatres ont besoin sont en rupture. Donc on essaie de pallier à cette rupture aussi. Et là, c'est pareil, on doit approcher les 7-8 millions de gélules. Donc voilà, et donc c'est une grosse partie de l'activité qu'on vient de découvrir après Covid, en fait, en réalité. On ne faisait pas du tout avant Covid. Il y a eu la crise Covid, et depuis, les ruptures explosent en France. Enfin, c'est pas qu'en France, d'ailleurs, c'est pas un problème que français, c'est un problème mondial, les ruptures de médicaments. Mais donc, on participe à cet effort en fabriquant, tu as vu des zones de fabrication, en fabriquant ici des médicaments qu'après on revend aux autres pharmacies pour après que ça aille chez le patient. Et comment on fabrique des gélules concrètement? Cette dimension un peu artisanale, j'ai du mal à voir à quoi ça ressemble. C'est relativement simple. Alors donc nous, on a un logiciel informatique qu'on a développé nous-mêmes qui nous sert à faire tous les calculs, à vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et après, les matières premières, en fait, c'est assez simple à trouver. Soit c'est du reconditionnement, comme je te disais, par exemple la ténolol, on va prendre un comprimé à 100 mg, on doit faire du 12 mg, donc on va diluer quelque part le comprimé en partant de l'industrie pharmaceutique. Mais plus souvent, en fait, on achète les matières premières à des laboratoires spécialisés dans la vente de matières premières. Alors aujourd'hui, nous on atteint une telle taille, les 40 sous-traitants, que jusqu'à maintenant, on achetait la matière première à des laboratoires français qui déconditionnent et qui nous vendent de la matière première en petite quantité. Mais tu vois, par exemple, l'amoxicilline, on a dû acheter à peu près 3 tonnes d'amoxicilline. Ça, on l'a acheté directement au laboratoire qui synthétisait en Espagne. La quetiapine, c'est pareil, on l'a acheté directement au laboratoire qui synthétisait la quetiapine. Et donc maintenant, on est arrivé à un niveau où on a la possibilité d'aller acheter des matières premières partout dans le monde. Et en fait, le marché de la matière première, il est mondial. Les ruptures, elles ne viennent pas du tout d'un problème de matière première. La matière première, tu en as partout. Et c'est très facile à trouver, en fait, en réalité. La matière première, tu en trouves tant que tu en veux. C'est plutôt des process industriels qui font, ou des non-conformités sur certains process qui font qu'il y a des ruptures. Aussi des questions d'argent. C'est sûr que quand tu as une production qui est plus basse, que les labos ont le choix entre différents pays, ils ont plutôt tendance à aller à vendre là où les pays payent le plus. Mais ce n'est pas une cause multifactorielle. En tout cas, ce n'est certainement pas une cause de pénurie de matières premières, les pénuries de médicaments qu'on a. Ce n'est pas parce que c'est les Chinois et les Indiens qui les fabriquent à 80% qu'on n'en trouve pas. On n'a jamais eu de problème pour trouver de matières premières. Ça peut arriver de temps en temps sur des matières premières très particulières, mais sur les médicaments grand public, amoxicilline, paracétamol, quetiapine, tout ça, on en trouve tant qu'on veut, tant qu'on veut. La semaine prochaine, je pars à Francfort pour le marché mondial de la matière première, mais il faut s'imaginer Paris, porte de Versailles, l'intégralité des halls remplis avec des gens qui vendent de la matière première. C'est un marché incroyable, la matière première de médicaments. Donc on n'a pas du tout de problème de pénurie. Et on a maintenant, en interne ici, développé un laboratoire d'analyse. Et donc, quand on achète de la matière première à l'étranger, on est capable aussi d'analyser chez nous pour pouvoir la libérer tout de suite. En fait, pour pallier les ruptures, ce qu'il faut, c'est d'être rapide, c'est arriver à trouver rapidement les matières premières,
rapidement les tester, rapidement mettre en place des protocoles de fabrication pour pouvoir les partager avec les 40 autres sous-traitants. Il y a des échanges, des corrections qui se font aussi beaucoup avec le ministère qui travaille beaucoup avec nous. Et en quelques jours, semaines, on est capable de commencer une production qui peut durer, l'amoxicilline, ça a dû durer à peu près 18 mois, je crois, quelque chose comme ça. La quetiapine, on va bientôt atteindre une petite année, je crois qu'on a commencé en janvier ou février de l'année dernière, enfin cette année. Ouais. Donc on va faire certainement 12 mois. Donc il y a plein de médicaments oui, qu'on fait comme ça. Et c'est quoi ton quotidien dans la pharmacie? Parce que donc, tu me disais qu'il y a plus d'une centaine de salariés, 140 salariés. Oui. Comment tu gères un peu tes équipes? Comment Alors ça il se n'y a pas passe? une journée qui se ressemble Ouais. à une autre. La seule chose qui est figée dans ma semaine, c'est le lundi matin, la BSPP. Ok. Tout le reste peut être amené à bouger. Je fais pas mal de déplacements à l'étranger. On voyage beaucoup en Afrique. Là, samedi prochain, on va faire à nouveau une conférence à Rabat parce que les pharmaciens marocains développent aussi la préparation magistrale et c'est bien de faire des échanges. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux lors des journées francophones de la préparation pharmaceutique où on a fait venir plein de pharmaciens pour expliquer un peu ce qui se passe partout en Europe et ailleurs en Afrique. Et donc, voilà, mais mon quotidien aujourd'hui est rythmé par la gestion classique d'une entreprise, on va dire, régler les problèmes qu'il peut y avoir, donner des directions, par le rayonnement international, c'est pas ça, mais on aime beaucoup recevoir les pharmaciens étrangers, beaucoup aller voir. En fait, je pense que ce qui fait la force de Delpech, c'est essentiellement l'ouverture d'esprit et chaque fois que je suis allé, quasiment à chaque fois que je suis allé quelque part, je prends toujours une idée. Même dans les endroits les plus invraisemblables, il y a toujours une bonne idée à prendre quelque part et je me dis toujours, ah oui tiens ça va me permettre d'améliorer quelque chose dans ma pharmacie. Le dernier exemple, je ne sais pas si vous êtes allé au premier étage pour visiter le premier étage. Maintenant, les séparations des pièces, on ne les fait plus avec des parois rigides, on les fait avec des parois souples. Et en fait, ça, je suis allé installer avec le logiciel, notre logiciel de préparation, un hôpital au Sénégal, dans une ville, un hôpital dans la ville de Thiers. Et dans la pharmacie, en fait, pour rentrer dans cette pharmacie, ils avaient mis ces parois pour séparer les zones. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper malin. Et donc, même en allant dans un hôpital, alors c'est pas le fin fond du Sénégal, mais c'est quand même, c'est pas Dakar, et ben j'arrive à prendre mes idées. Et je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est que j'arrive toujours à prendre mes idées là où elles sont bonnes. Et après, arriver à faire un mix de ça qui fait que c'est ça qui a fait notre réussite pour l'instant. Oui, trop intéressant. Et plus largement, c'est une question peut-être un peu compliquée, mais j'aimerais avoir ton avis sur comment tu vois l'évolution du rôle de pharmacien aujourd'hui dans notre société. Alors, c'est une question qui est piège. Ouais. J'ai envie de te répondre, ça dépend à quelle échéance en fait. Si tu me parles d'une échéance à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, ça ne va pas du tout être la même réponse. Aujourd'hui, il y a évidemment de plus en plus de déserts médicaux. Alors, ce n'est pas le cas à Paris. Enfin, à Paris, c'est simple et toutes les grandes villes, c'est relativement simple. Mais moi, je viens d'Ardèche, dans nos petits villages d'Ardèche. Même si moi, dans mon village Meïras, on n'a pas ce problème de désert médical parce qu'il y a une maison médicale qui s'est montée et puis il y a des médecins qui sont présents sur place. Mais il y a plein d'endroits où il n'y a plus de médecins. Et finalement, quand quelqu'un a un problème de santé, qu'est-ce qu'il fait? La première réaction, c'est d'aller voir son pharmacien. On peut appeler l'infirmier aussi, éventuellement, si on connaît bien. Mais le pharmacien, ça a plusieurs avantages. C'est qu'il y a des pharmacies partout. Donc c'est facile de trouver une pharmacie. Et puis un autre avantage, c'est qu'en plus le conseil il est gratuit. Donc quand vous avez un problème que vous venez demander à votre pharmacien, si quelqu'un vient là pour me demander, alors c'est sûr que derrière, il y a certainement une vente de médicaments qui va se faire, mais en tout cas le conseil pharmaceutique il est gratuit. Donc c'est facile pour la population de venir voir son pharmacien qui est l'acteur de santé de proximité. Et donc on voit bien avec les nouvelles missions qu'on a, là derrière il y a les autotests, maintenant il y a tout ce qui est TROD, pour faire des premiers diagnostics, orienter des diagnostics. Il y a tout ce qui est la vaccination. La vaccination, avant Covid, on n'en parlait pas du tout. En pharmacie, ça ne se faisait pas. Maintenant, on vaccine contre la grippe, contre le Covid. Enfin, je veux dire, on vaccine contre plein de choses. Donc, c'est sûr que le pharmacien, il va prendre un rôle de plus important. Donc, à très court terme et à court terme, le rôle de pharmacien, il est amené évidemment à se développer.
En plus, le métier de pharmacien, c'est un métier qui est très très riche. Là, tu parles en tant qu'officinal, mais tu vois, je te parlais des pharmaciens pompiers tout à l'heure. Ben, tu as des pharmaciens qui sont dans les services d'incendie et de secours. Tu as des pharmaciens, on parle de l'industrie pharmaceutique. Ben, l'industrie pharmaceutique, tu as plein de pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique. Tu as les pharmaciens qui vont faire de la galénique, les pharmaciens qui vont faire du marketing, les pharmaciens qui vont faire du réglementaire. Tu as les pharmaciens qui vont libérer les matières premières ou les lots. Tu as des pharmaciens, tu as les pharmaciens assistants. Qui travaillent aussi en officine, tu as les pharmaciens biologistes, tu as les pharmaciens, enfin tu vois, des pharmaciens, c'est un métier qui, quand tu rentres à la fac, en fait, ce qui est bien, souvent, alors c'était mon cas, hein, quand tu arrives au bac, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire comme métier? C'est pas toujours très très clair pour beaucoup. Finalement, tu fais pharmacie, tu te donnes encore 6 ans pour réfléchir à ce que tu vas faire comme métier. Je sais que tu vas être pharmacien, mais en fait, au final, l'ouverture, elle est énorme. Donc ça, c'est quand même une force de notre métier, c'est un métier. Le slogan là, c'est le plus connu, non, c'est le moins connu des métiers connus pharmaciens. Donc on essaie tous les pharmaciens de parler là-dessus, mais en fait il y a énormément de métiers différents quand tu fais pharma. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant à plus long terme, ma vision, c'est une vision qui est, je sais que chaque fois que je en discute avec les gens sont pas du tout d'accord avec moi, mais c'est pas très grave. Hein. À la fin c'est moi qui aurai raison de toute façon. C'est qu'aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, alors je ne parle pas d'intelligence artificielle, même si c'est un peu ça, et les progrès de tout ce qui va être robot et robots humanoïdes et tout ça, tu vois, là, aujourd'hui, tu arrives, on fait le rendez-vous, mais imagine, je suis au comptoir, je suis de bonne humeur, c'est facile d'être dans l'empathie avec les gens, d'être toujours sympa et tout ça, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, j'ai pu mal dormir hier soir, je peux avoir une migraine, je suis migraineux. Je peux être derrière le comptoir parce que j'ai pas le choix, je suis migraineux. Je ne veux pas recevoir le patient de la même façon que quand je suis de bonne humeur. Et puis peut-être que tu vas rentrer, tu vas me rappeler quelqu'un que j'aime pas, avec qui je me suis fâché un jour. Ben, je ne vais pas avoir la même approche avec toi qu'avec quelqu'un qui me rappelle au contraire quelqu'un que j'aime bien. Tu vois, c'est hyper dur de se mettre de la distance par rapport au sentiment humain. Alors que si demain, en plus, moi, je ne sais pas tout. Enfin, on parlait de l'athénolol. Ouais. Moi, te donner la liste de toutes les contre-indications de l'athénolol. Enfin, contre-indications, ça ira encore, mais tous les effets secondaires. Quand tu ouvres les RCP, les notices que tu as dans les médicaments, la liste des effets secondaires, elle est longue comme le bras. Tu es incapable de connaître tous les effets secondaires de tous les médicaments. Alors, on ne demande pas de les connaître. Mais si tu veux, je m'imagine un jour que tu vas avoir quelqu'un qui va te ressembler, tu ne verras pas la différence avec quelqu'un qui est un humain ou pas un humain, qui sera toujours dans l'empathie parce que lui, il se souviendra peut-être qu'il y a 5 ans, tu es venu, tu lui as parlé d'un de tes problèmes, il sera capable de s'en souvenir, alors que moi j'aurais oublié. Il sera capable de se souvenir du prénom de tous tes enfants, de tous tes petits-enfants, si tu es la mamie qu'on a 15. Tu penses qu'on arriverait jusque-là? Je pense que non seulement on va arriver jusque-là, je pense qu'en fait, à la fin, alors tout le monde va dire non en disant non, c'est pas ce que je veux, j'ai des relations humaines. Mais en fait, non, pas du tout. Je pense que dès que tu auras commencé, tu vois, c'est un peu comme la voiture autonome. Tu conduis. Tu te dis, si tu poses la question, tu te dis aux gens, ah non, mais moi jamais je m'entraîne dans une voiture qui conduit toute seule parce qu'en fait, j'aurais pas confiance. Mais la voiture autonome, elle fera beaucoup moins d'accidents que toi. Elle s'endormira pas sur la route quand tu vas dans ta maison de campagne à minuit, que tu es fatigué de ta journée de travail. Elle verra avant que toi tu vois le sanglier qui va traverser la route. Elle sera freinée beaucoup plus fort que toi. Enfin, je veux dire, la voiture autonome, c'est dans peut-être 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Encore une fois, c'est juste une histoire de date. Plus personne ne conduira. Ou en tout cas, ceux qui conduiront paieront des assurances beaucoup, beaucoup plus chères qu'une voiture autonome qui n'aura pas d'accident, en fait, en réalité. En fait, moi, je pense que, je vais même te dire, et c'est pas grave, je sais que les gens ne vont pas du tout comprendre ce que je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un métier qui résistera. Si tu es capable de me donner un métier qui résistera à la modernité, j'en vois pas. Et je pense même que l'argent disparaîtra, en fait. Parce que tu n'auras même plus besoin d'avoir de l'argent, puisqu'en fait, tu ne feras plus rien. Et ça te fait pas peur, ça? Non, je trouve ça super. Au contraire, pour les rapports humains et tout, ça sera beaucoup plus intéressant. Parce que dans ton métier, c'est quand même le contact avec les gens. Donc si on remplace par un robot... Ça ne veut pas dire que tu seras enfermé dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Non. Hein. Ça veut juste dire que tu n'auras pas à gérer ça parce que d'autres le feront beaucoup mieux que toi. Et toi, quand tu seras patient, que tu viendras voir ton pharmacien, qui ne sera peut-être pas un pharmacien, mais c'est valable pour tous les métiers, pour le médecin, pour le boucher, pour qui tu veux, en fait, tu seras avec des gens qui seront exactement comme tu as envie qu'ils soient. Alors après, est-ce que la confrontation est bonne parfois? Sans doute. Tu vois, dans l'échange d'idées, pourquoi pas? Mais même dans l'échange d'idées, la confrontation, tu peux l'avoir avec une machine aujourd'hui.
Ok. Est-ce que tu as observé depuis cette crise du Covid un changement d'habitude dans la consommation des Français justement pour des médicaments? Est-ce qu'ils ont plus peur? Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Alors, moi, je fais plus de comptoir, donc c'est compliqué pour moi de répondre précisément à cette question. Je pense que ce qui a changé quand même dans l'approche avec les médicaments aujourd'hui, c'est le nombre de ruptures. Je pense que tout le monde a été confronté à un moment ou à un autre à un médicament qu'il a eu du mal à trouver. Donc c'est ça sans doute qui peut changer. Après, sur les consommations et l'habitude des Français en pharmacie, je ne pense pas qu'il y ait eu un gros changement. Et tu parlais justement du Covid, que tout le monde s'en fiche un peu maintenant. Enfin, en tout cas, le Covid existe. Là, aujourd'hui, on est en 2025, des personnes ont encore le Covid. Tu pourrais m'expliquer pourquoi maintenant c'est vu comme quelque chose de bénin, quoi, finalement. Enfin, tu vois, le cheminement, c'est-à-dire qu'on est arrivé, pandémie, des Mm. proportions énormes où bah, toi, tu produis des quantités de solutions hydrauliques. Et aujourd'hui, les gens ont le Covid, mais bah, ça fait rien, en fait. C'est Moi, une je pense maladie que le comme une Covid, autre. c'est un peu ce qu'on avait imaginé aussi pendant la crise, c'est que ça devient comme un peu la grippe. C'est-à-dire que la grippe, c'est une maladie qui est maintenant là, parmi nous. On sait vaguement que de temps en temps, il peut y avoir des morts parce que tu peux avoir des formes compliquées. Donc le Covid, c'est pareil. De temps en temps, tu entends que quelqu'un a une forme grave de Covid, mais maintenant, c'est installé, tu as les vaccins, Ok, tu vois, c'est ouais. très similaire à la grippe. Et puis, tu vois, tu as un peu mal à la gorge. Est-ce que c'est une angine? Est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est juste un petit coup de froid comme ça? Je Plus les pense gens que les gens... mettent même plus de masque, enfin, c'est plus du non. tout. Et est-ce que tu crois que si on était confronté à une nouvelle pandémie, les systèmes de santé aujourd'hui seraient assurés justement cette nouvelle pandémie, ou est-ce qu'on retomberait dans ce qu'on a vécu en 2021? T'en penses quoi de ça? Alors, je pense qu'on a quand même fait un retour d'expérience aujourd'hui. On a acquis de l'expérience qui serait forcément bénéfique, ça c'est certain. En plus, c'est quand même les gens qui étaient décideurs à l'époque sont quand même encore plus ou moins décideurs aujourd'hui. Donc, toutes ces expériences, on les a et il n'y aurait Ok. pas de difficulté. Euh, Ça dépendrait évidemment de la profondeur de la crise, c'est sûr. Mais moi, je pense que, après, je trouve que moi, la crise Covid, on l'a plutôt bien gérée, hein. C'est-à-dire que globalement, quand ça a commencé Ok. tout ça, on ne savait pas du tout ce que c'était. C'est quand même une grosse, grosse, grosse nouveauté. Je veux dire, dans nos pays européens, la seule chose qui peut être un peu similaire, c'est la grippe espagnole en 1919. Mais globalement, je trouve que le système de santé a plutôt été efficace. Alors évidemment, il y a eu des morts, mais de toute façon, qui peut prétendre qu'il n'y ait aucun mort sur une maladie? Enfin, c'est pas... Mais je trouve que avec les données qu'on avait à ce moment-là et là où on a été, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire différemment, tu vois? Est-ce qu'il aurait peut-être fallu confiner que les anciens avec des mesures de protection plus pour eux, en partant du principe que quand on est jeune, il n'y avait pas beaucoup de risques, mais en acceptant aussi du fait que bah, tu pouvais avoir des morts jeunes, finalement, un peu au coup de pas de chance, quoi. Euh, En tout cas, je pense que ça ne devait pas être si évident de prendre les décisions là-haut quand ça arrivait tout ça, et je trouve que c'était pas si mal que ça. Ok, ouais, donc tu penses qu'on sera prêt Ouais. si on a une prochaine épidémie? Ouais. Ok, et ben écoute, ma dernière question, pour donner un peu d'espoir aux personnes qui nous écoutent, parce que ce que tu Ouais, nous c'était disais, plein bah d'espérance, si non, mon justement, message? mais bien Oui, sûr, mais ah c'est bon. ben évidemment, c'est pour ça que je veux finir là-dessus, parce que t'es plein de joie et d'espérance, en effet, c'est le mot. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir justement dans ton métier aujourd'hui? Tu parlais justement de l'IA, de la possibilité d'une évolution plutôt positive, parce que là tu vois comme quelque chose de positif, mais qu'est-ce qui te donne de l'espoir, tu vois, dans ce métier-là et dans le secteur de la santé pour éviter de parler de choses négatives, justement, tu vois, Ouais. c'est de parler Bah, de dans, choses dans- dans positives. notre métier à nous de pharmaciens, c'est sûr qu'il y a des belles opportunités. Alors après, est-ce que notre métier sera capable de les prendre ou pas? C'est un autre débat. Ok. Mais il y a des grandes opportunités qui s'ouvrent aux pharmaciens, ça c'est certain. La santé, de toute façon, on est sur une courbe exponentielle. Moi, je pense que depuis quelques années, et encore plus maintenant avec tout ce qui va apparaître grâce à l'IA et tout ça, il y a des maladies qui vont certainement disparaître. L'expérience de vie va certainement augmenter, pour pas dire exploser, mais en tout cas, on entre dans une nouvelle ère qui est hyper enthousiasmante. Et après, c'est toujours pareil, l'homme est capable du pire et du meilleur. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même pas si mal que ça, quoi. Sympa. Bah, merci beaucoup, Fabien, Merci à pour toi. ton temps, pour cet épisode très intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses et je pense que
nos auditeurs ont appris aussi énormément de choses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes. Et à la chaîne Delpech, du coup. Et à la chaîne Delpech, évidemment, ça c'est une belle promo. Merci Fabien. De toute façon, on va taguer la pharmacie. Et puis à très vite. Ouais, Merci. avec plaisir. C'est bon? Bravo. Parfait. Ah. Trop bien. Bon, c'était pas mal. C'était très bien, ouais. On va Très enfin bien. enlever Tunis et Est-ce que- télétravail. Ouais, non, effectivement, mais ça, c'est on pas mal. enlève tout ça. On a tout. Ouais. Ah non On Bon, a d'accord. on a tout dans la boîte ou pas, les amis? Ça vous va? Ah non, on a oublié de mettre en marche pour recommencer. Non, c'est une blague. Bon, allez, on fait une photo. Ça aurait pu faire. Allez, photo. Bah, avec toute l'équipe, non? Bah oui. Allez, venez.